Si on demande aux gens autour de nous quelle série québécoise a été un succès critique et populaire en 2025, ça semble être Empathie. Je l'ai écouté, puis j'ai effectivement été agréablement surpris. Pour vrai, Empathie a vraiment la cote d'une série HBO de qualité. Direction photo grim, bleuâtre, humour noir, il y a des petites ballerines métaphoriques tout droit sorties d'un clip de Kanye West. Le jeu d'acteur est bon, les images sont belles, tout est convaincant, c'est vraiment bon pour vrai. Ça s'adresse à un public jeune, un public qui stream, un public qui binge. Bref, c'est bon. Pour celles et ceux qui en auraient toujours pas entendu parler, c'est l'histoire d'une criminologue psychiatre qui vit des moments difficiles puis qui se ramasse à travailler dans un institut psychiatrique un peu malfamé. Là-bas, dans cet environnement, disons, hostile, elle rencontre un collègue avec qui elle pensait pas s'attacher, mais là, bon, les deux s'attachent l'un à l'autre dans leur solitude respective. Puis là, c'est bien touchant parce qu'elle aide du monde mécompris et isolé de la société, pendant qu'elle aussi a besoin d'aide, d'amis, d'amour, d'écoute. Bref, c'est un témoignage touchant qui parle évidemment d'empathie et qui donne un rendu réaliste sur le milieu de la psychiatrie et du système de santé publique au Québec. Mais ceci n'est pas un essai sur la série Empathie, donc je ne vais pas m'éterniser sur le contenu. En fait, l'émission est plutôt le point de départ de ce que j'ai à dire. Parce que c'est un petit détail assez précis qui a piqué ma curiosité. En fait, il s'agit d'un petit texte qui suit la dernière scène du premier épisode, qui dit simplement que si jamais on a besoin d'aide, si jamais on va pas bien, qu'on est en détresse, ben voici un numéro auquel on peut appeler pour avoir du support. C'est bienveillant tout en étant un petit peu protocolaire. De nos jours, si une série télé parle de détresse psychologique ou de psychiatrie, ben, du même coup, elle se doit de sensibiliser le public à aller chercher de l'aide si jamais ça va pas bien. Ces dernières années, ce genre de pratique-là est devenu un peu la norme, au même titre que des land acknowledgements dans des discours politiques ou avant des conférences, ou des trigger warnings avant un court-métrage étudiant ou genre une performance dans un hangar. Est-ce que ces trois pratiques-là sont vraiment nécessaires et utiles ou plutôt performatives et superficielles? Je pense que ça dépend des cas, puis je vais vous laisser vous ostiner dans les commentaires. Mais là, en lisant ce petit texte-là, j'ai réalisé qu'il y avait une seconde couche de sens. En fait, Empathie est une coproduction de Trio Orange et Bell Media, diffusée en exclusivité sur Crave, un service de streaming qui, depuis 2005, est une propriété de Bell Media qui, elle, est dans l'énorme groupe BCE, qui est genre la plus grosse compagnie de télécommunications au Canada avec une capitalisation de 74 milliards de dollars. Et ça, c'est pour une mauvaise année. Puis pour ceux qui l'ont pas encore vu venir ou qui n'ont pas encore compris, Bell Canada adore parler de santé mentale. En fait, c'est toute leur identité philanthropique, tout simplement. Il y a une personne sur 4 au pays qui a déjà vécu un niveau d'anxiété élevé. 1 sur 4. Puis une fois qu'on se souvient de ça, puis qu'on fait une relecture du catalogue de Crave et de ses productions originales, on s'aperçoit que la dimension santé mentale est présente dans pas mal beaucoup de productions originales. On dirait que pour moi, c'était important d'enlever ce stigma-là. J'ai envie d'enlever cette lourdeur-là par rapport à l'addiction, par rapport à la santé mentale. Je consulte intensément depuis 2 ans. J'ai déjà consulté. Plus qu'une fois. Ce qui est 90% de la solution. Admettre qu'on est malade, en parler à ceux qu'on aime, c'est un premier pas vers la guérison. On est tous concernés. Moi-même, dans ma vie de travailleur social comme dans ma carrière d'auteur, j'ai été confronté à divers enjeux de santé mentale. Même leur plus récente série Dérive, qui est un genre de thriller psychologique un peu cheap, ça parle aussi de santé mentale. Je suis même plus capable de jouer. J'ai peur que cette erreur nocturne revienne. Ouais, moi aussi. Regarde, je sais que t'aimes pas ce qu'on en parle, mais ça fait un bout que tu devrais être suivi par un psy. By the way, mon intention ici, c'est pas d'entrer dans le complot, en mode Bell Canada a payé Florence Lompré pour qu'elle écrive une histoire sur la psychiatrie. Non, je pense pas que Empathie est un industry plant à ce point-là, puis que genre Florence Lompré est un robot développé par Lockheed Martin. En fait, au contraire, avant de faire du théâtre et de la télé, Florence Lompré a longtemps travaillé dans le care. Notamment comme préposée aux bénéficiaires dans un hôpital, dans un CHSLD, aussi auprès d'une clientèle paralysée chez eux. Ce qu'elle dit dans les entrevues, c'est que ces expériences-là l'ont visiblement marqué. Puis c'est vrai, si on regarde ses autres projets, autant au théâtre qu'à la télé,
Ça parle presque tout le temps des milieux de soins, de souffrance, d'isolement, bref, d'empathie. Donc, sa démarche à elle est cohérente, honnête et sincère. Ça, c'est clair. Elle a simplement trouvé un diffuseur et un producteur avec les moyens de ses ambitions. Puis je veux dire, je la blâme pas, là, j'aurais fait la même chose. À un moment donné, il faut bien manger. Puis du côté de Bell Media, ben ils ont aussi tout simplement saisi l'opportunité. D'un point de vue entrepreneurial, c'est winner. Tu produis une série télé qui gagne des prix, qui fait le tour du monde, qui est exclusive à ton service de streaming. Puis en plus, comme extra, disons, mousse la cause et le discours que tu prêches pour payer moins de taxes. Parce qu'au final, c'est un peu ça la philanthropie, by the way. C'est donc là où je suis arrivé avec cette question-là. L'intérêt de Florence Lompré pour la psyché humaine et le soin, je le comprends. Mais Bell, je suis pas trop sûr de comprendre. D'où ça vient? Pourquoi la santé mentale? Pourquoi cette cause-là? Est-ce que Bell a juste choisi ça de même, comme une cause émouvante, ou il y a un lien quelconque entre l'historique de la compagnie et la santé mentale? On va remonter le temps un peu jusqu'à Alexander Melville Bell. Pas Alexander Graham Bell, son père plutôt. Melville Bell naît en 1819 et c'est le fils de Alexander Bell. Là, je sais, c'est mêlant en esti. Les hommes de cette époque-là étaient bandés sur leur propre prénom. Donc, le grand-père s'appelait Alexander Bell, papa Melville Bell et fiston Graham Bell. Bref, grand-papa était déjà un spécialiste de l'acoustique et du son. Donc, quand Melville Bell est devenu à son tour un spécialiste de la locution puis de la phonétique, les choses sont allées assez vite. Il a une belle carrière, enseigne à l'université, étudie toutes sortes de trucs. Éventuellement, il va même développer le Visible Speech, qui est comme un système de langage phonétique qui aide les sourds-muets à apprendre à parler avec les autres pour briser l'isolement et leur permettre de communiquer. Là, il va se marier avec Eliza Grace Simmons, une femme qui aimait peindre, jouer du piano, qui était une artiste et qui éventuellement va devenir sourde. C'est donc dans une famille composée d'un papa nerd de phonétique et d'une mère artiste sourde que Alexander Graham Bell va grandir. Vite, comme son père et son grand-père, il va devenir très curieux et s'intéresser au son et à la locution. Tout ça, évidemment, nourri par une grande empathie pour la condition de sa mère. Il va notamment enseigner le Visible Speech développé par son père dans une école pour sourds-muets à Boston, là où il va rencontrer sa future femme. Il va être obsédé par l'acoustique, inventer des trucs en lien avec la communication. Déjà jeune, il va parler sur le front de sa mère pour qu'elle entende les vibrations de sa voix. C'est quand même assez cute. Aussi, quand il emménage au Canada, il va vraiment s'intéresser aux langues autochtones, il va apprendre le Mohawk. Je pense que pour le 20e siècle, c'est un humaniste curieux et honnête. Puis, éventuellement, comme j'ai dit plus tôt, il va rencontrer Mabel Hubbard, une sourde muette dont il va tomber amoureux et marié. Puis, il va venir en 1876 son invention la plus célèbre, le téléphone. Dès 1877, des investisseurs, dont son beau-père Gardiner Hubbard, mais aussi l'équivalent de l'époque de Peter Thiel, c'est-à-dire JP Morgan, vont investir massivement dans son invention et créer la première compagnie Bell Telephone Company. Aujourd'hui, c'est devenu AT&T aux États-Unis et au Canada, Bell Canada. Mais Graham Bell, lui, il s'en fout un petit peu de faire du cash. En fait, dès 1879, il vend presque toutes ses parts de Bell Telephone Company et part faire d'autres inventions dans sa grosse maison en Nouvelle-Écosse qu'il s'est fait construire. Il va inventer un hydravion, des détecteurs de métal, le photophone, qui est comme un objet bizarre pour transformer la voix humaine en lumière. C'est d'ailleurs ce qui va permettre l'invention de la fibre optique plus tard. Puis finalement, il passe ses vieux jours entouré de sa famille et il meurt en 1922. Le téléphone a donc été l'une de ses nombreuses créations. Pourtant, son nom est resté là, associé à la plus grosse compagnie de télécommunications au Canada, qui a pourtant jamais vraiment investi. Passez un magasin Téléboutique Bell et profitez jusqu'à 25 $ de rabais sur une foule d'idées. Donc le lien entre Bell et la communication, la santé mentale, il est là. C'est loin, c'est pas clair, mais c'est là. L'invention d'Alexander Graham Bell, le téléphone, était notamment motivée par son désir de briser l'isolement puis de communiquer. Puis c'est vrai, je veux dire, communiquer, c'est un peu essentiel. Puis si on se parle pas, ben éventuellement, ça va pas bien. C'est aussi simple que ça, et aujourd'hui, c'est tout le riff de Bell Canada quand vient le temps de faire de la philanthropie. Parlez-vous si ça va pas. Texte à ta mère, appelle ton ami,
communique. À un prof, à un ami, à un coach d'impro, à quelqu'un qui travaille à l'école, à quelqu'un de confiance. Puis si t'es pas à l'aise à parler avec quelqu'un, appelle Jeunesse J'écoute, appelle tel jeune, c'est un service qui est confidentiel, qui est gratuit, puis tu peux leur parler à ces personnes-là, sont là pour t'aider. Tu sais, moi aussi, j'ai eu des moments difficiles, puis aujourd'hui, je vais super bien. Donc pourquoi pas toi? Puis, je veux dire, à un certain degré, c'est complètement vrai. L'isolement ne rime pas avec un équilibre psychique habituellement. À ce sujet-là, ce que je trouve intéressant et peut-être moins évident à première vue, c'est comment ce discours autour de la santé mentale et de la communication se répand ailleurs que dans les pubs philanthropiques de Bell, genre dans le divertissement. Il y a des exemples assez intéressants de cette dynamique-là, surtout dans les téléréalités. Dans Big Brother Célébrité, OD ou d'autres téléréalités produites et diffusées par Bell Media, on enferme des gens dans une maison, on les isole pour participer à un jeu, souvent au point où ça affecte un peu leur santé mentale, parce qu'en même temps, c'est ça qui donne un bon show, on s'entend? Maintenant, c'est le temps de penser à qu'est-ce qui est bien pour Alex, qu'est-ce qui est bien pour moi. Puis qu'est-ce qui est bien pour Alex en ce moment, c'est aller prendre soin de mon mind, body and soul, ce que j'ai pas toujours l'impression que je fais ici. En ce moment, je me sens comme plus à ma place. Et là, au milieu de l'aventure, quand le monde va péter aux frettes, on donne un accès privilégié à certains participants à l'appel Bell. Un appel qui leur permet de communiquer avec leurs proches et de ce fait recalibrer leur santé mentale, retrouver leur focus. Bref, communiquer. Aujourd'hui, grâce à Bell, j'ai la chance de parler au téléphone avec mon petit frère Elias. On s'était quittés il y a quelques semaines déjà, pas dans les meilleurs termes. Comment va maman? Ouais, elle va bien. T'es passé le bonjour, elle est super fière de toi. Ça donne des moments de télé assez touchants. Toutes ces scènes-là renforcent l'idée derrière le slogan de Bell. Tu sais, communiquer, c'est essentiel à notre bien-être. Et surtout, Bell est là pour ça. Puis c'est drôle parce qu'ici, l'ironie est comme totale. Bell Media est la cause de la détresse psychologique. Je trouve que c'est tough. Que c'est vraiment tough. Je m'ennuie de mes proches. Profite de celle-ci pour faire un show puis vendre la pub à Pizza Salvatore ou Couche-Tard et intègre à même le show une publicité pour son propre service d'Internet et de téléphonie comme solution à la détresse psychologique. Tout le temps. Mais vraiment beaucoup. Ça fait tellement du bien de te parler, sérieux. On est toutes fiers de toi. Quand même twisted. Mais l'ironie la plus importante, c'est, comme on le sait tous, la communication constante, l'Internet haute vitesse, l'hyperconnectivité, les réseaux sociaux, tout ça affecte énormément notre santé mentale à genre 10 000 degrés différents. Mais bon, ça, c'est un peu une contradiction de premier ordre. Je veux dire, même Bell a littéralement fait une pub de santé mentale pour sensibiliser les gens aux abus de leurs propres produits, genre le téléphone et l'Internet. Donc, au-delà de cette contradiction un peu évidente, ce que je trouve intéressant, c'est le rapport très individualisant qu'entretient Bell à la santé mentale, et c'est pas juste Bell. Quand on s'y intéresse, on réalise que cette fameuse santé mentale est à peu près dans toutes les communications corporate aujourd'hui. Puis c'est en parlant de santé mentale de cette façon très corporate qu'on l'atomise, on l'individualise. Et ça, c'est assez récent dans l'histoire. Dans son livre « La santé mentale vers un bonheur sous contrôle », l'auteur et psychiatre Mathieu Bellassan explique que le terme de santé mentale prend ce nouveau sens managérial au début des années 2000, lorsque, par exemple, en 2005, l'Union européenne publie un livre vert intitulé « Améliorer la santé mentale de la population vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne ». C'est un livre dans lequel on explique simplement qu'une population en bonne santé mentale est plus productive, donc le privé et le public devraient investir massivement là-dedans. Après, il va y avoir la santé mentale un peu borderline, on peut dire, qui est la détresse psychologique et les risques psychosociaux. C'est le moment où il y a des suicides chez Orange ou dans des grandes entreprises, et du coup, il va falloir créer des dispositifs pour ne pas remettre en question tout le système, mais pour que l'individu s'adapte au système. Et alors, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que la santé mentale, elle va avoir une nouvelle définition qui va être s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. En gros, c'est le début des consultations chez le psy fournies par le bureau.
Ta job te rend dépressif? Pas de problème, on t'offre 2 consultations de 30 minutes avec un psy gratuit. Bell was an early adopter of the world's first standard on workplace mental health. Every company has to recognize that mental health issues are a little different than other issues, and we have to accommodate that. If you want to have healthier employees, have a program in place. Grâce aux rencontres qu'on a eues avec des gens qui ont eu des problèmes, moi, ça m'a fait dire, gars, j'ai besoin d'aide, j'ai ce problème-là, puis je peux pas le régler toute seule. Had Bell not been supportive of mental health, I think I would have been on leave of absence a lot longer than I was. Bell, by adopting... On est dans une société et dans une période de l'histoire de notre civilisation où il y a énormément de problématiques liées au travail, notamment le burn-out. Le burn-out, c'est un ensemble de symptômes. Je pense qu'on peut comparer l'émergence de cette santé mentale corporate à celle du concept de développement durable, qui lui aussi apparaît au début des années 2000. C'est comme si, collectivement, on se convainquait qu'on pouvait continuer à embrasser pleinement cette fameuse croissance économique, tout en faisant attention aux milieux humides, aux espèces en voie d'extinction, à nos burn-out et à nos dépressions. Donc, en faisant la promotion de cette santé mentale, les entreprises ou les États se placent dans une position difficilement critiquable. Évidemment que personne ne peut s'opposer à ça, la santé mentale, le bien-être, la communication saine. Je veux dire, c'est un peu de la tarte aux pommes. Tout le monde s'entend pour dire que c'est bien. Puis je suis d'ailleurs certain que plusieurs centres d'appel qui ont été financés par Bell ont vraiment sauvé des vies. Mais fondamentalement, ces souffrances ont été réduites à une mauvaise santé mentale qui devait être corrigée. La santé mentale est donc devenue avec le temps un outil corporate pour faire fonctionner les gens dans un monde de plus en plus fucked up à coups de diagnostics et de pilules. Puis en effet, parallèlement à ça, depuis le début des années 2000, on assiste à l'explosion des prescriptions d'antidépresseurs ou de stimulants pour être fonctionnels au travail ou à l'école. Le diagnostic de TDAH chez les moins de 25 ans a quadruplé depuis le début des années 2000 et le nombre de prescriptions pour ces médicaments est en croissance constante d'année en année. Pour les mêmes années, le nombre total de personnes qui en prennent a augmenté de plus de 600 %. Et c'est dans toute cette trajectoire-là que Bell Cause pour la cause apparaît en janvier 2010. Launched in 2010, Bell Let's Talk was the largest corporate commitment ever made to mental health in Canada, focusing on 4 key pillars: anti-stigma, workplace, research, and... Culturellement, il y a un lien à faire entre ces discours psychopolitiques portés par la classe managériale au cours de la décennie des années 2010 et cette rhétorique de sensibilité individualisante qui a pris de l'importance dans certains cercles dits progressistes. Quick point of privilege. Quick point of personal privilege. Yes. Guys, first of all, James Jackson, Sacramento, he, him. I just want to say, can we please keep the chatter to a minimum? I'm one of the people who's very, very prone to sensory overload. There's a lot of whispering and chatter going on. It's making it very difficult for me to focus. Please, can we just, I know we're all fresh and ready to go, but can we please just keep the chatter to a minimum? It's affecting my ability to focus. Thank you. C'est la décennie où on a tous commencé à dire microagression, neurodivergent, safe space, BIPOC, validant, pendant que de l'autre côté, on a eu le fameux « on peut plus rien dire » ou « maudite génération de snowflakes ». Politiquement, au Canada, tout ça était incarné par Trudeau, qui en 2015 nous promettait de réconcilier, planter des arbres, prendre soin des gens, valider leurs affects. Hello everyone. This week is Mental Health Week. And it's a chance for all of us to get real about our mental health and how we're feeling. Toutes des belles pensées humanistes qui gardaient au fond la même structure, c'est-à-dire le capitalisme extractiviste. C'est donc la décennie du greenwashing, puis éventuellement du pinkwashing, comme on a pu voir dans notre vidéo sur le Wild Pride. Je suis d'ailleurs persuadé qu'il y a un lien entre cette validation des affects et l'intégration des enjeux LGBTQ+, dans un milieu corporate. Et justement, c'est à la fin de cette décennie-là, après 2020, qu'on a perçu l'abandon généralisé de toutes ces politiques progressistes. Ça marque le constat que le développement durable, autant de la planète que de nos esprits, c'était un peu un scam tout ça. Et c'est comme ça que s'est déroulée cette culture war qui a mené à la popularité des figures comme Trump ou MBC ici. Ce sont les jeunes hommes de la droite rationnelle à la Benjamin Tremblay qui, justement, pour se distinguer des affects de la psyché et des émotions, tripent sur les faits. Les fameux faits objectifs. Est-ce que tu trouves que les émotions et le ressenti et tout ce qui appartient au sentiment, ça occupe un rôle qui est normal dans l'espace public, dans le débat public?
Les jeunes hommes qui, disons, ne sont pas socialisés pour être à l'écoute de leurs émotions, ne se sentent pas concernés par ce discours affectif alimenté notamment par cette santé mentale corporate, et depuis les 10 dernières années, se radicalisent parfois à l'autre extrême, où c'est seulement les faits qui comptent. Ces mêmes dudes-là finissent par dénigrer complètement les dimensions affectives de la politique, souvent en mobilisant des soi-disant vérités objectives et en prétendant être défenseurs du gros bon sens. Ils vont aussi désinvestir les médias traditionnels dits de gauche en les jugeant déconnectés des faits. Mais bon, les médias Internet de droite qui se réclament des faits ne vont pas dire qu'eux donnent leur interprétation conservatrice et réactionnaire de ces fameux faits-là. Mais je pense qu'au fond, il faudrait peut-être allier les deux postures, le rationnel et les affects, de pas complètement être zombifié par le discours corporate superficiellement inclusif dans lequel le senti de chaque individu l'emporte sur tout pendant que le système ne change pas, ni d'être un Chad insensible et stoïque qui voit le monde comme une partie de risque. Parce qu'au fond, la santé mentale n'est absolument pas un enjeu seulement individuel et neurologique. Avant de causer pour la cause, il faudrait peut-être s'intéresser aux causes de la cause. Ce que je veux dire, c'est que notre société, les normes, le rythme de la vie moderne, les coupures budgétaires, l'inflation, tout ça alimente nos psychés et contribue notamment à, je sais pas moi, à être dépressif ou même faire une tuerie de masse pour ceux qui ont regardé Carl et nous. Donc quand Bell Canada fait preuve d'une gentille empathie et finance des centres de recherche sur la neuroscience, The Douglas Institute in Montreal received a $2 million gift to create the Douglas Bell Canada Brain Bank. Ou donne des tucs bleus qui se ramassent tout au village des valeurs, le sous-texte, c'est un petit peu dépouiller la santé mentale de ses causes sociales. Mais pourtant, c'est pas exactement ce récit neurologisant et unidimensionnel qu'on voit dans Empathie. Il y a quand même, dans cette série, un peu de critique sociale. Et c'est peut-être l'aspect d'Empathie que je trouve le plus intéressant. À travers la série et sa couverture médiatique, on comprend qu'une des raisons de son succès, c'est comment elle a réussi à témoigner des conditions difficiles du milieu de la santé publique du Québec, et pas juste du Québec, parce que visiblement, ça l'a pogné en France. Hey, elle arrive de l'Ontario, la patiente, là. On va pas la retourner sans l'évaluer, là. On manque de personnel, on va pas se multiplier, putain. Et en plus, on sait pertinemment qu'on va pas l'accepter. On a autre chose à faire que d'accepter les cas problèmes du pénitencier. Ouais, mais là, l'administration a te fait dire que t'es pas médecin. Mais j'y arrive quand même. C'est un peu l'unité fourre-tout. Le personnel change tout le temps, c'est des cas psychiatriques souvent désespérés, des patients qui ont peu de chances d'être réhabilités. C'est parfait, ça me ressemble. Moi aussi, je suis un cas désespéré. Des effectifs réduits, du staff brûlé et cynique, des bâtiments mal entretenus. Il y a même une psychiatre qui agit en tant que consultante pour la série qui l'a dit, c'est réaliste, on en fait beaucoup avec peu. Les hôpitaux se plaignent dans le système, puis les clés du manque de moyens. Avez-vous assez de moyens? Est-ce que vous êtes obligé, par exemple, on a vu ça dans plusieurs films, de mettre trop de médicaments à quelqu'un parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'en occuper? Ce genre de choses. Est-ce qu'il vous manque de moyens? Bien, en fait, c'est sûr que si on avait plus d'argent, on ferait plus de choses. En fait, souvent... Ça, je trouve ça full circle comme moment. Le privé, par le biais d'une très bonne série qu'elle finance et produit, vient critiquer le sous-financement des institutions de santé publique, en plus de faire la subtile promotion de sa philanthropie qui, elle, vient combler maigrement les manques du système public. C'est quand même full circle. Au fond, l'histoire se répète. La création d'un jeune inventeur humaniste, curieux, empathique, qui voulait briser l'isolement et communiquer, s'est vu transformée par le temps et par le capital en une compagnie de télécom monopolistique. 148 ans plus tard, c'est en mobilisant ce même résidu de symboles d'empathie puis de communication que la compagnie de télécom finance la création d'une jeune scénariste, également curieuse, humaniste et empathique, qui, elle, critique le monde triste, atomisé et individuel dans lequel on est. Tout en se retrouvant, malgré elle, vaguement intégrée dans le discours de Bell sur la santé mentale et la communication. Coucou, c'est Mortimer. J'ai cru comprendre que ta voiture, c'était pas la grande forme. Tu veux un livre, Thomas? Ça illustre que pour Bell, non seulement tout part d'une connexion, mais surtout, tout finit par être connecté.